Donc on va rattaquer cet après-midi autour du dernier axe de travail sur la prévention et ses acteurs. Et on va débuter avec Mathieu Lacambre. Bien, bonjour. On ne lance pas encore le chronomètre, s'il vous plaît, docteur Cano, parce que je voulais partager quelques handicaps. On m'a imposé des choses. Je suis contraint, je n'étais pas consentant sur tout, je tiens à le dire. En particulier, je ne sais pas si vous arrivez à lire, là, la question qui m'est posée, ce n'est pas une question, c'est 13 questions. Donc, je vous laisserai les trouver, il y en a 13. Premièrement. Deuxièmement, on est en postprandial. Merci. Troisièmement, je ne suis pas médecin de santé publique. Et donc, du coup, je me retrouve à discuter de la prévention avec un sujet qui est très compliqué, que j'ai rassemblé avec un titre « Prévention des violences sexuelles sur mineurs ». Donc, j'ai tout rassemblé sous ce vocable. Mais c'est compliqué parce que prévention des violences sexuelles des mineurs, ça implique les mineurs auteurs, mais aussi les mineurs victimes. En sachant que, de mon point de vue, on ne doit jamais opposer les auteurs et les victimes, mais traiter la question des violences depuis l'auteur, depuis la victime et depuis le système qui a favorisé son émergence. Je pense qu'on va pouvoir lancer, c'est important, les préliminaires. OK. Donc, je n'ai pas de lien particulier en termes de conflit, mais j'ai des liens d'attachement et d'engagement, en particulier à ces trois endroits, la Fédération française des CRIAVS, la section de psychiatrie légale de la FPBN et la Fédération française des soins de psychiatrie intensifs. Donc, mon discours peut être un peu imprégné de ces différents engagements. C'est un enrichissement permanent, mais je ne gagne pas d'argent avec ça. Vous dire aussi que je suis à l'origine d'un projet de prévention qui est le projet BOAT, où ça a impliqué un gros travail d'équipe avec des gens qui sont présents ici, et que je suis aussi parrain d'une intelligence artificielle conversationnelle en santé sexuelle qui s'appelle Sacha. Mon problème, c'est mon objet. Donc j'ai déterminé mon sujet, mais mon objet, regardez, de quoi parle-t-on en fait ? On me propose de parler de la violence sexuelle des mineurs, mais un mineur, c'est avant 18 ans, donc entre 0 et 18 ans. Est-ce qu'on peut comparer un nourrisson de 3 mois versus un enfant de 3 ans versus un préado de 11 ans et un ado de 17 ans? En sachant qu'on peut porter un diagnostic de trouble pédophilique auprès d'un mineur. Après 16 ans révolus, on peut envisager, s'il y a cette préférence sexuelle exclusive pour des mineurs prépubères, de porter un diagnostic de pédophilie. Donc vous voyez l'hétérogénéité du champ, mais ce n'est pas grave, j'y suis allé quand même. D'abord, distinguons un tout petit peu les différents domaines. Sur votre gauche, le carré bleu, la prévention telle qu'elle est définie par l'Organisation mondiale de la santé, en fonction des objectifs. Prévenir, c'est éviter l'apparition d'un événement, d'un phénomène. La prévention primaire, c'est réduire l'incidence des maladies. La prévention secondaire, c'est réduire la prévalence des maladies, le nombre total. La prévention tertiaire, c'est réduire la prévalence des problèmes liés à la maladie. Et ensuite, la prévention quaternaire, c'est réduire les effets indésirables des interventions. Vous en avez parlé en fin de votre intervention sur l'idée que quand on accueille des adolescents AVS, parfois, on va avoir des comportements qui aggravent la situation. La prévention quaternaire, elle a émergé plus récemment et c'est un enjeu majeur, je pense, en matière de prévention. R.S. Gordon, dans les années 80, a essayé de conceptualiser la médecine préventive et a proposé, en orange au milieu, une prévention par cible. La prévention universelle en population générale, la population sélective dans des sous-groupes et des catégories de population, par exemple les mineurs, par exemple les sujets féminins, par exemple les travailleurs de nuit, et enfin la prévention ciblée qui concerne des sous-catégories qui présentent des facteurs de vulnérabilité. Et donc, voici comment ça s'organise à peu près en santé publique. Et je vous l'ai dit, comme je suis psychiatre, j'ai repris un petit peu ces choses et je les ai arrangées à ma sauce. Je ne dis pas la vérité, hein, aucun modèle n'est vrai, mais certains sont utiles. Juste en dessous, vous avez le modèle écologique pour Yuri Bronfenbrenner, là, qui a proposé 4 niveaux de prévention dans des modèles écologiques à partir du microsystème autour des facteurs individuels, puis un mésosystème autour des facteurs relationnels, puis un exosystème autour des facteurs communautaires, puis un macrosystème autour des facteurs sociétaux, dans un chronosystème, puisque les sujets humains vont traverser, en fonction des âges de la vie, des facteurs qui sont spécifiques. Pour répondre à la question, j'ai pris le carré bleu et je l'ai fait rentrer dans le modèle écologique de Yuri Bronfenbrenner. Et donc, du coup, si je reprends les différents niveaux de prévention, primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire, j'essaie d'associer
le niveau de prévention individuel en identifiant des facteurs de risque spécifiques chez l'enfant. Et ensuite, je peux m'amuser à mettre en place des catégories en fonction du stade de développement psychosexuel, affectif et cognitif de l'enfant. Le niveau interpersonnel, j'identifie les facteurs de risque en prévention primaire universelle ou en prévention secondaire. Là, il y a quelque chose dans les interactions qui me paraît problématique. En prévention tertiaire, il y a déjà eu un problème. Et en prévention quaternaire, pour éviter les catastrophes quand j'agis. Le niveau communautaire, pareil, niveau sociétal. Donc à chaque fois, j'identifie des facteurs de risque et je vais essayer de les réduire. J'identifie les facteurs de protection que je vais essayer de renforcer. Et là, de manière très structurée, on a une proposition à partir du moment où elle serait corrélée aux âges de la vie du développement du mineur, depuis 0 jusqu'à 18, pour apporter des solutions pragmatiques, efficientes. Et evidence-based, je vous laisserai lire le rapport. Modélisation. Si je pars de l'information, ça commence la prévention par l'information. Je te dis que si tu te penches, tu vas tomber. Effectivement, l'enfant, il est au bord du vide. La sensibilisation, tu risques de te faire mal. La promotion, on va aller se promener plutôt que se pencher au-dessus du vide. L'éducation qui se décline et qui va se mélanger tout doucement avec les enjeux de soins. L'éducation positive, l'éducation à la santé sexuelle, l'éducation thérapeutique et même l'éducation préventive. J'ai même entendu parler ce matin de soins éducatifs. Donc vous voyez qu'on n'arrête pas de se mélanger. Et si on part depuis l'éducation, on peut aller du côté de la santé pour aborder aussi en santé, information, sensibilisation, promotion, éducation et prévention. Et en matière de santé sexuelle, la prévention primaire universelle pour pouvoir justement donner des outils à des mineurs afin qu'ils ne deviennent ni victimes ni auteurs de violences sexuelles. D'ailleurs, un Français, Michael Mormont, avait introduit la notion d'universalité proportionnée en matière de prévention primaire universelle pour pouvoir corriger des problèmes d'inégalité sociale de santé. Et donc, dans la prévention primaire universelle proportionnée, il s'agit de s'adapter aux besoins des populations. C'est-à-dire que certaines populations ont plus de besoins que d'autres. J'ai une offre en prévention primaire universelle. Comme certains ont plus de besoins, je vais renforcer en termes de fréquence et d'intensité les interventions de prévention primaire universelle auprès de ces populations. Je considère, quand on est en amont du problème, on est en prévention primaire, quand il commence à y avoir des soucis, parce qu'il y a une attirance pour des mineurs prépubères, parce qu'on consomme des images, et bien dans ce cas, ça sera de la prévention secondaire. Quand il y a des violences sexuelles, il y a eu un souci, on est en prévention tertiaire, c'est-à-dire qu'il va falloir réduire l'impact de la souffrance, tant du côté de la victime que du côté de l'auteur, que du côté du système qui a permis l'émergence de ces violences. Et puis ensuite, il faut aussi penser la prévention quaternaire en termes de réponse, articulée santé-justice. Une fois qu'on a pensé ça, du côté judiciaire, dans le modèle criminologique, on parle de prévention de la récidive, ce qui, moi, me pose un peu de problème sur le plan conceptuel, parce que j'ai tendance à penser que la prévention, ce n'est pas empêcher, mais la prévention, c'est proposer une alternative pour agir autrement. Et donc, du coup, on ne devrait pas empêcher, mais proposer ces alternatives pour établir une capacité d'action, y compris dans des interactions sexuelles. Et puis, de l'autre côté, toujours dans le modèle criminologique, si effectivement les gens ne récidivent pas, on considère qu'il y a désistance, mais on est toujours en prévention secondaire ciblée parce qu'il persiste une particulière vulnérabilité du fait d'avoir été victime ou auteur ou victime-auteur. Les critères d'efficacité qui ont été décrits par Maury Nation en 2003, je vous laisserai les lire, c'était pour vous aider, la commission d'audition. Donc, comment on sait que ça va fonctionner? Comme ça, je vous ai mis les mots en couleur, comme ça, vous ne pourrez pas les louper. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ça. Nous avons travaillé autour de la mise en œuvre, depuis 2010, d'un programme de prévention des violences à caractère sexuel et sexiste pour les mineurs âgés de 5 à 18 ans. Et donc, du coup, on a travaillé en pluriprofessionnel, pluridisciplinaire, avec le soutien de l'ARS Languedoc-Roussillon et de la Direction générale de la cohésion sociale, à la création d'une boîte à outils de prévention qui respecte les différents âges du développement psychosexuel et affectif de l'enfant et qui permet de renforcer les facteurs de risque et de renforcer les facteurs de protection et de réduire les facteurs de risque. Excusez-moi, parasitage orange. Et donc, du coup, on a créé cette petite boîte à outils là-bas en bas à droite, 3,9 kg, donc presque 10 ans de gestation. On propose une formation à l'utilisation de la boîte parce que c'est un sujet sensible auprès d'une population vulnérable, les adolescents qui grandissent, les enfants. Et donc, du coup, il faut se former. C'est un véritable couteau suisse. Et donc, un couteau suisse, ça peut blesser ou on peut se blesser. Et plutôt que d'interdire les couteaux, nous, on est favorable à former à la bonne utilisation des couteaux. Et on développe de la recherche. On a une grosse recherche nationale dans 72 collèges pour pouvoir évaluer les effets des interventions BOAT avec 5 autres CRIAVS sur l'incidence des conseils de discipline. Et puis, on a des collaborations, on a plein de projets de recherche et des choses intéressantes, vous irez voir.
En guise de conclusion, quels que soient les concepts et les outils utilisés, la prévention des violences sexuelles des mineurs nécessite à la fois prudence, rigueur, compétence, mais aussi et surtout un engagement de tous, au sens politique et noble du terme, pour favoriser le développement harmonieux de l'enfant et éviter qu'il ne devienne ni victime ni auteur de violences sexuelles. L'information, la sensibilisation, la promotion, l'éducation et la prévention des violences sexuelles doivent se compléter. Il n'y a pas de compétition et il n'y a pas de problème à interagir, à articuler dans le champ de l'éducation, de la santé et de la justice. Seule une approche globale en santé publique, depuis la veille sanitaire, avec des données, et on s'aperçoit qu'on a du mal déjà à avoir des données, jusqu'au déploiement de programmes, alors nationaux, supranationaux, structurés, impliquant l'ensemble des opérateurs institutionnels, éducation, santé, justice, permettra d'agir à grande échelle. Merci pour votre attention. Merci Mathieu. Question de la commission. Merci beaucoup pour votre texte et votre présentation. Vu que vous avez travaillé sur un projet d'intervention en prévention, donc plutôt prévention primaire, de ce qu'on a compris, on se rend compte que l'éducation à la sexualité, donc maintenant éducation à la vie relationnelle, à la vie affective, relationnelle et sexuelle, ça existe depuis 2001 en obligation à l'école. À l'évidence, il y a des difficultés de mise en œuvre depuis des années. On nous annonce là un nouveau programme à la rentrée scolaire. Vous, quels freins vous identifiez à la mise en œuvre de ces projets d'intervention et comment, du coup, on peut les travailler pour que ça devienne réellement effectif? Réponse courte. Premier niveau, pour évaluer ces freins, on a mis en place une petite recherche sur la méthodologie GISE avec l'Université de Toulouse. On aura les résultats là, sur la recherche BOT-EFFECT à l'automne. Donc je ne peux pas vous répondre sur des données probantes. Ensuite, j'avais dirigé un mémoire d'une sage-femme qui était allée dans 6 établissements, études qualitatives, sur les freins à la mise en place de l'EVARS en école primaire. C'était pas chouette. Et on va le publier, donc je ne peux pas trop vous en parler. Mais ce qu'on voyait, c'était surtout des freins individuels dans les représentations qu'avaient les adultes sur ces sujets. Côté parents ? Non. D'abord les enseignants. Donc il faut balayer devant sa porte. Et comment vous pensez que le sujet du numérique peut être intégré dans ces programmes de prévention? Incontournable si on veut toucher certaines populations qui utilisent de manière préférentielle ce support. Donc en limitant et en respectant les interdictions d'écran, il y a e-enfance qui est là, je ne vais pas dire de bêtises. Et donc du coup, c'est justement de s'adosser en fait de manière cohérente et intelligente sur les fenêtres et les étapes des premiers pas numériques. Et donc, du coup, c'est d'accompagner l'enfant à marcher sur Internet pour pouvoir développer des interactions numériques à peu près adaptées, rentrer aux relations parce que c'est nécessaire, surtout à l'adolescence, et puis ensuite se faire plaisir. Merci. Et enfin, une dernière question avant de laisser la parole au public. Sur la question des parents, même si ce n'est pas le premier frein que vous avez relevé, c'est un frein qui revient quand même régulièrement, y compris dans la bibliographie, sur les parents. Du fait du peu d'appétence des parents et en tout cas de la difficulté à accepter, on l'a vu sur les VARS à l'éducation nationale, c'est des choses qui ont régulièrement, ces dernières années, été souvent contestées à chaque fois qu'il y avait un nouveau programme qui était mis en place. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres endroits pour toucher les parents? Et par exemple, est-ce que toucher les parents sur le milieu du travail ou pour des parents sans emploi via des opérations de France Travail ou des missions locales qui accompagnent les jeunes parents, est-ce qu'il y aurait une façon de mieux sensibiliser les parents en dehors des réunions à l'école pour ces sujets-là? Oui. Okay. On lance un projet de version 0,5 ans de la boîte. Là. Et donc, du coup, dans notre projet, nous, on implique toujours les parents. On implique l'équipe éducative qui va s'en servir, les professionnels, les parents, puis en dernier, les mineurs qui seront la cible définitive. Mais en dernier. Et donc, du coup, les parents, ils font partie du process. Dans la boîte 0,5 ans, on réfléchissait la semaine dernière, en début de semaine, sur comment est-ce qu'on allait pouvoir intégrer le parcours parent. Justement pour acquérir un peu des compétences, des savoirs, de l'information, de la promotion, et comment on devenait en fait parent depuis le statut d'adulte, parce que c'est un peu compliqué. Et on a pensé que la grossesse, c'était le meilleur moment pour commencer à travailler ça. Et donc du coup, il y a 7 rendez-vous, dont l'entretien prénatal précoce obligatoire pour les sages-femmes. Et donc du coup, on va travailler directement avec les sages-femmes et tous les professionnels de la petite enfance et de la périnate pour pouvoir accompagner les parents. Mais notre idée, c'est de construire ce parcours parent pour pouvoir les renseigner aussi sur cette dimension nécessaire. Ensuite, nous, quand on intervient dans les écoles primaires et les tout-petits, on ne va jamais employer le mot sexuel. Je pense qu'on a un problème avec le mot sexuel. Jeu sexuel, machin, il ne faut pas y aller. Et on s'est aperçu, d'expérience, que moins on utilisait le sexuel quand ils étaient petits, plus c'était facile d'agir sur les parents et avec les parents. Et par contre, le mot sexuel, on l'utilise beaucoup fin de collège et lycée, parce que là, les parents sont inquiets. Et donc, on
utilise des mots qui permettent effectivement, en termes de concept, de les mobiliser et pas de les angoisser. Ce qu'on constate aussi quand il y a eu des réactions des parents dans certains établissements, c'était un symptôme d'autre chose. Prendre une question publique. Oui, bonjour. Pardon, il y a une question de la commission. Un petit complément à votre dernière réponse. Comment impliquer davantage les pères ? Alors, là, on a un problème aussi dans la représentation des parents. Quand je dis parents, enfin, je pense que 80% de la salle pense mère d'abord, et parfois mère tout seul. Et donc, du coup, dans le parcours grossesse, une grossesse, ça se porte à 2. Et donc, le premier temps, non mais excusez-moi, voire des fois un peu plus, en fonction du référentiel communautaire et culturel qu'il faut toujours respecter. Et là, c'est dans les rappels. Hein. Et donc, du coup, il y a 2 parents. Et donc, du coup, on va chercher les 2 parents, et éventuellement des substituts. On parlait, nous, à Montpellier, dans le sud de la France, on a des communautés gitanes, et on avait une auxiliaire de puériculture qui me disait, j'étais avec une grand-mère qui avait l'âge d'être sa mère, et qui me parlait de sa fille, et je ne savais plus qui était où. Mais vous savez, le parent biologique, la fonction parentale, etc. Mais il y a au moins 2 adultes référents qui vont permettre d'accompagner pendant tout le parcours l'enfant en devenir. Question du public. Merci, bonjour. Je m'appelle Nolwenn Tournière et je mène aujourd'hui une recherche pour la Civise, où je vais récolter justement la parole des enfants suite à un inceste et ceux qui sont suivis par l'ASE et la PJJ. Je m'intéresse moi au savoir expérientiel et je trouve que les jeunes que je rencontre en tout cas ont beaucoup de choses à nous apprendre sur justement leur parcours et je me demandais si vous connaissiez des programmes quand on parle prévention, promotion de la santé notamment, mais là dans le cadre là, qui intègrent ces savoirs expérientiels issus des personnes qui ont le vécu d'avoir eu une prise en charge, qu'elle soit dans PJJ, ASE, peu importe, après de ce parcours. Et sinon, est-ce que dans justement votre programme, vous avez intégré des personnes qui avaient ces savoirs et pour mobiliser et construire avec vous des outils ? Allez, une réponse en 2 temps. Le premier temps, culturellement en France, on n'a pas tellement l'habitude d'aller mobiliser les victimes, les agresseurs. Nous, on s'est posé des questions aussi. Pourquoi pas impliquer des gens qui aiment les enfants au sens d'une attirance sexuelle pour des mineurs prépubères, vous voyez ? Et donc, moi, je suis inclusif, intégratif, et l'idée, c'est que chacun participe. Dans d'autres pays, c'est surtout les victimes, les survivants qui ont participé à des programmes, en France, peu ou pas. Deuxième niveau de réponse. On a eu des groupes de travail avec des adultes qui étaient impliqués au sens institutionnel, mais dans le groupe, je suis sûr que j'avais des victimes. Dans le groupe, je pense qu'à certains moments, et souvent quand on va dans des établissements, il y a des gens qui ont un petit peu des difficultés, et on laisse toujours le petit flyer STOP, 0806 23 10 63, pour les équipes éducatives. Vous voyez ? Et donc du coup, c'est à la fois tabou et difficile, et on ne veut pas que les gens soient là en tant que parents, par exemple, ou en tant qu'ex-victimes. Mais on bénéficie, je pense, de ce bain, et j'espère. Et en tout cas, nous, on a toujours testé faisabilité, acceptabilité et efficacité. Oui. On a le temps pour 2 questions, chacune une minute. Donc là et là. On va d'abord là-bas. Alors, très vite, c'est un complément, et ça durera 1 minute. Pour dire qu'en Guadeloupe, on a obtenu du coup une subvention de la DGCS dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux enfants. À ce titre, on a encore une fois été voir du côté du Québec pour intervenir auprès des enfants d'âge 4-5 ans en moyenne et grande section. Et que du point de vue de la mobilisation des parents, on a des choses extrêmement bien faites. Donc c'était une activité en 4 séances de prévention des violences sexuelles. Et des choses extrêmement bien faites qui consistent à réunir les parents une première fois, à leur donner un courrier d'information avant chaque activité, à leur remettre aussi un courrier qui explique ce qui a été fait avec leurs enfants après chaque activité. Et on s'est rendu compte que là où on pensait avoir énormément de difficultés, on n'en a pas eu. Par contre, du point de vue des freins, c'est les freins administratifs avec l'éducation nationale. On a mis 8 mois à obtenir un agrément qu'on n'a pas encore eu. Voilà. Désolé, je réponds à la question qui n'est pas posée. C'est compliqué de travailler avec toutes les institutions, hein. L'éducation, la justice, mais on a cette responsabilité et ça fait quelques années qu'on s'y colle au niveau de la DGESCO, au niveau national, ça fonctionne. Et il y a des gens extraordinaires dans des établissements scolaires, publics ou privés, et ça fonctionne très très bien. Mais effectivement, c'est un effort. C'est pour ça qu'en introduction, je parlais d'engagement. On n'a malheureusement plus de temps pour les questions. On va enchaîner avec... Et je vous répondrai en off, promis. Bon, moi je salue votre... non, on n'a plus le temps. Ah, c'est terminé ? Oui. Ah, Désolé, dommage. on va enchaîner sur moi je voulais parler de maternologie.